J'interviens juste avant la réalisation du journal télévisé sur le plateau 2 de TV Liberté. Nous vous devons un grand merci pour votre générosité et votre engagement à nos côtés. Votre soutien est un vrai motif de fierté. Mais nous ne sommes pas sereins car les objectifs ne sont pas atteints. TV Liberté ne vit que des dons de ses téléspectateurs. La chaîne n'appartient à aucun publicitaire, aucun lobby, aucun parti, aucun milliardaire ou oligarque. TV Liberté appartient à ses donateurs. Alors, pour qu'en 2021, votre chaîne continue sur sa lancée et défende la vérité, aidez-nous tout de suite et avant le 31 décembre, ensemble pour nos libertés. Frappons plus fort. Bonjour, bienvenue dans ce tueur en série numéro 2. Quelques mots avant de passer la parole à Christopher Lann. La semaine dernière, nous avons choisi d'être positifs avec les coups de cœur de Pierre Jovanovic. Cette semaine, Christopher descend en flamme la série Révolution qui l'a bien énervé. Pas de chèque en blanc donc pour les producteurs de séries, même si je considère que la VOD nous permet de nous passer de la télévision en continu et de faire des choix. Pour moi, c'est dans les séries que tout se passe maintenant, alors que les films se réduisent de plus en plus à une compilation d'effets spéciaux où votre siège tremble quand le méchant craque une allumette. Les séries, elles, travaillent dans la finesse. La série se rapproche de la littérature car elle privilégie le temps long. Les profils psychologiques se construisent sur plusieurs dizaines d'heures. Il y a souvent 3 niveaux d'intrigue. Un à l'échelle de l'épisode, un autre à celui de la saison et une dernière encore au niveau de la série elle-même. Les séries avaient du talent, il leur manquait les budgets du cinéma, ce n'est plus le cas. Le cinéma se meurt, vive les séries. Nous tournons bientôt des questions en série avec Papacito et un autre avec Jean Descartes. Pour le moment, écoutons Christopher en furie avec la série Révolution. Moi je vous retrouve samedi prochain. La semaine dernière, vous avez eu des conseils avisés et positifs de Pierre Jovanovic. Et bien cette semaine, place à un débunkage. Un gros débunkage comme on les aime. Enfin, surtout vous, parce que moi j'ai quand même dû me taper la série. Je vais donc vous parler de La Révolution, une série sortie sur Netflix. Et là, si vous voulez de la propagande, de la bonne grosse propagande, vous allez être servi. Et je vous le dis, je vais être sans pitié. Mais vous savez, quand vous voulez faire avaler de la propagande à un public non averti, en général, vous faites ça bien. Hein, votre pomme empoisonnée, vous l'enrobez de caramel fondant ou je ne sais quoi. Là, on a bien la pomme empoisonnée, il n'y a pas de problème. Mais elle est enrobée d'autre chose. Sortie sur Netflix le 20 octobre dernier, La Révolution est une production française, cocorico, réalisée par Aurélien Molas, avec pour thème la Révolution française, bien sûr. Mais, et il le précise bien, et ça n'est pas à négliger, ce n'est pas une série historique. Ça se passe dans une sorte de réalité alternative purement fictionnelle, voire fantastique. Fantastique au sens l'univers fantastique, quoi. Pas au sens waouh, c'est fantastique, parce que non. Et justement, ce hors-sujet assumé, cette sortie de l'histoire réelle et factuelle, eh bien ça va leur servir de bouclier pour faire absolument tout et n'importe quoi. Et c'est malin si on y réfléchit bien, parce que ça justifie tout. C'est une sorte de laisser-passer idéologique, si vous voulez. Là, je peux arriver et vous dire, ouais, bah par exemple, ce truc-là, c'est n'importe quoi, ça s'est pas passé comme ça. Ok. Et on va me répondre, cool, c'est de la fiction, mec. Et voilà comment on se permet tout ensuite. Et cette série, franchement, quand on la regarde, et je l'ai fait, hein, ça m'a été très pénible, croyez-moi, cette série est quand même faite pour un public
gamins de 16 ans, quoi. Et une grande partie de leur éducation à ces gamins-là se fait aujourd'hui sur Netflix, fiction ou pas. Donc quand vous faites passer des messages idéologiques, et il y en a un paquet là-dedans, ou que vous racontez n'importe quoi, peu importe qu'on soit dans une réalité alternative, parce que pour leur public de PNJ, c'est du pareil au même. Mais bref, je vais vous raconter un peu l'objet de la série, et je vais vous spoil, je vous l'annonce clairement, vu que c'est une série que je ne recommande à personne, pas même à mon pire ennemi, il y aura du spoil. Ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai toujours avant. Quand c'est nul et sans intérêt, je me permets de spoil. Et là, c'est sans intérêt et nul. L'histoire se passe donc dans une réalité alternative, uchronique, et débute en 1787, soit 2 ans avant la vraie révolution. C'est en gros l'histoire d'un virus, le sang bleu, qui se répand dans la noblesse et transforme les nobles en une sorte de zombie assoiffé de sang de prolo. En gros, c'est un virus qui pousse la noblesse à opprimer, enfin littéralement dévorer le peuple. Et face à ça, une révolution se met en marche. Cette révolution est menée par un groupe qui s'appelle les rebelles, pourquoi se fouler, et qui va chercher concrètement à faire l'union des colères, l'union des opprimés contre cette noblesse décadente et agressive. Voilà le pitch. Bon, en temps normal, je me serais dit, ok, ça a l'air nul, je regarde pas. Mais là, pour cette émission, j'étais bien obligé de me taper 8 épisodes. 8 longs épisodes vides et creux où on s'ennuie à mourir. Je crois que j'ai changé depuis que j'ai vu la Révolution. La dernière fois, j'ai vu un épisode de Plus belle la vie et je me suis dit, c'est pas si mal finalement. Ma vie est foutue, putain. Pour vous résumer simplement les choses, cette histoire, cette série, c'est la lutte des minorités poussée à son paroxysme. La série dégouline d'idéologie de toutes parts et cette idéologie est celle de la glorification des minorités et des femmes. Les femmes sont très présentes et mises en avant dans la Révolution. Alors non pas que ça me dérange de voir des femmes à l'écran, bien au contraire, d'autant que l'actrice principale qui incarne la comtesse Élise de Montargis est plutôt du genre très jolie. Ah mince, je sais plus si on a le droit de dire qu'une femme est jolie aujourd'hui. Je suis plus sûr. Donc le problème ici, c'est pas la présence des femmes, bien sûr, c'est qu'elle est totalement exagérée, surexposée à l'extrême. Ça déborde de féminisme maladroit dans tous les sens. Concrètement, dans cette série, la révolution est faite par les femmes. Tout ou presque est porté par les femmes ou par les minorités. D'ailleurs, l'actrice en question, la comtesse, incarnée par Marie-Lou Ossilou, qui est loin d'être la plus mauvaise, elle le dit elle-même dans une interview à Combini. Je crois que j'aurais du mal à accepter un rôle qui n'est pas du tout en accord avec mes valeurs, comme par exemple la place de la femme dans ce métier. Voilà, comme ça, les choses sont claires. On est complètement dans un univers manichéen qui oppose d'un côté les nobles, donc des mâles blancs, cis, hétéros, caricaturés à l'extrême, brutaux, prétentieux, méprisants, bourrins, machistes, et de l'autre on a les femmes avec leur empathie, leur compassion, leur soif de justice. Et quand ça n'est pas directement les femmes, c'est les valeurs féminines au sens large. Cette noblesse, cet ordre ancien décadent va donc être renversé par ces femmes. On a la comtesse de Montargis qui est évidemment la seule de sa classe à comprendre les souffrances du petit peuple et qui se révolte contre l'autorité patriarcale de son oncle, le méchant. On a les rebelles qui sont commandés par une femme, une espèce de punk à chien tout en vulgarité, qui porte le doux nom de Marianne. Marianne, vous me direz, Marianne incarnée par une punk à chien, bon, là ça me paraît cohérent pour le coup. Et puis surtout, il faut dire que ces rebelles ressemblent plus à une milice d'extrême gauche qu'à autre chose. Donc bon, sur ce plan-là, tout est plutôt cohérent aussi. Donc on a des femmes et des valeurs féminines, ça c'est pas du tout un problème. Et féministes, ça c'est autre chose. Elles sont absolument partout, ce sont elles qui vont mener la révolte des minorités contre l'oppresseur, c'est-à-dire la monarchie et la noblesse. Parmi ces minorités, on retrouve bien sûr Ocar, un espèce de marabout sorcier qu'on découvre au début prisonnier dans une cage entourée de bourreaux ultra beaufs qu'on croirait directement sortis du PMU du coin. Alors, Ocar, c'est un esclave en fuite, c'est bien connu. Énormément d'esclaves sur le sol français à cette époque, mais bref, fallait bien remplir le cahier des charges du politiquement correct. Vous savez, ce cahier des charges qui impose littéralement au film aujourd'hui d'inclure des minorités visibles, entre guillemets,
dans leur production. Sinon quoi? Eh ben, ils ne reçoivent tout simplement pas d'Oscar. Et ben là, avec la Révolution, on est en plein dedans. Sauf que pour avoir un Oscar, il faut quand même encore un minimum de talent, alors que là, c'est nul. Dans ces minorités visibles, on a aussi l'un des personnages principaux de la série, Joseph Guillotin. Mais attention, encore une fois, le réalisateur nous sort sa carte, réalité alternative. Quand je vous parle de Guillotin, c'est pas lui. Non, Guillotin, c'est lui. Un petit médecin rebeu aux yeux doux, épris de justice et qui est un orphelin au passé oublié. Voilà, comme ça, on coche une case de plus au cahier des charges et on est bon. Alors lui, dans le genre soumis, j'ai rarement vu pire. Tout au long de la série, il est littéralement dominé par sa femme. Une femme totalement insupportable du nom de Ketel, avec un fort accent espagnol ou argentin, je crois qu'elle est argentine. C'est l'incarnation parfaite de la femme castratrice. En gros, l'idée que les féministes se font de la femme. Il y a deux scènes grotesques, celle où ils couchent ensemble et lui, il est totalement tétanisé, on dirait un ado de 14 ans, et une autre absolument pathétique quand des ennemis approchent, et ben c'est elle qui tient le flingue, et lui, il est carrément caché derrière elle. Genre elle le protège, et lui, il est totalement apeuré. Visiblement, la guillotine ne lui a pas servi qu'à couper des têtes. Mais enfin voilà, vous voyez le ton général de cette série qui, je le répète, dégouline de propagande grossière, mettant en avant l'union des minorités avec les valeurs d'aujourd'hui, contre l'oppression patriarcale, royale, masculine, etc. On a même une scène délirante, mais vraiment délirante, hein, où des migrants débarquent sur une plage, et là, tu as un gros beauf bien caricatural qui vient pour les bolosser, et à un moment, et là, c'est la vérité, hein, ce que je vous dis, il s'adresse à l'un de ces migrants, et il dit, sur un ton bien facho, hein, « Qu'est-ce que tu viens faire en France, toi ?» Voilà, ça vous donne le ton. On est en 1787, hein, je le rappelle au cas où on aurait oublié. Et en dehors de ça, cette série n'est même pas agréable à regarder en plus. On s'ennuie, les acteurs sont nuls pour la plupart, leurs répliques sont pitoyables et téléphonées, les décors sont pauvres, on se sent à l'étroit dans ces décors, c'est toujours les mêmes. Pour vous dire, à la fin, on a une bataille finale, alors c'est censé être l'apogée de la série, vous voyez, c'est la fin, quoi. On va enfin voir de l'action, les rebelles contre les nobles. Et au final, on a quoi à l'écran? On a un vieux 12v12 grand max, un tout pété sur une mauvaise map de Call of Duty. C'est absolument pathétique. Et en plus, ai-je besoin de le préciser, ce combat est totalement carry par les femmes, hein. C'est elles qui font tout, elles se battent comme des samouraïs. C'est un truc de fou. On se croirait dans une mauvaise vidéo de self-défense, hein, vous connaissez. Et aussi à la fin, alors ça fallait que j'en parle, hein, à la fin, on voit le roi de France à l'écran. Enfin, on ne voit pas son visage, mais on le voit lui et surtout, on l'entend. Et bordel, mais le mec a la voix de Morgan Freeman, quoi. Le roi de France a la voix de Morgan Freeman. Ils l'ont fait, moi je dis bravo. Enfin bref, je ne vais pas m'étaler plus, vous l'aurez compris. Non seulement la série est ultra chargée en propagande et en idéologie, mais en plus, elle est mauvaise. C'est pas agréable à regarder, tout simplement. On s'ennuie, l'intrigue est nulle, les jeux sont mauvais, je ne vois pas grand-chose à sauver, sincèrement. Normalement, dans une critique, on est un peu mesuré, on trouve quand même une ou deux qualités, histoire de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais là, c'est carrément la baignoire qu'il faut balancer. C'est le triomphe des minorités, des valeurs féministes, égalitaires, tout ça nous est balancé sous couvert de fictionnel dans un contexte historique pré-révolutionnaire pour faire un grossier parallèle avec notre époque. Et vous savez, le pire dans tout ça, le pire, ce qui m'a affecté le plus, c'est que cette série commence par une citation de Napoléon. Hein, c'est comme si le réalisateur, dès le départ, il avait décidé de me faire chier. Voyez. Cette citation célèbre, c'est, je cite, « L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord ». Alors, je ne sais pas exactement où ils veulent en venir avec ça, mais ce qui est sûr, c'est que sur le plan des mensonges et de la propagande, c'est pas cette série qui va arranger les choses. D'autant que les réalisateurs, les petits filous, ils annoncent que pour les saisons suivantes, oui, parce qu'il y aura des saisons suivantes, ils annoncent que pour les saisons suivantes, eh bien, la fiction rejoindra progressivement la réalité historique. Tiens, comme c'est bizarre. Sauf qu'à ce moment-là, leur bouclier, non, c'est pas de l'histoire, attention, et ben là, ils l'auront plus, et je pense qu'on pourra vraiment commencer à se marrer. En attendant, c'est du 1 étoile sur 5 à tout péter, franchement, en étant encore
très très gentil. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, le numéro 2 donc de Tueurs en série. On va se retrouver chaque samedi pour Tueurs en série, c'est une émission hebdomadaire, mais on va alterner. Tantôt ce sera un débunkage comme je viens de le faire avec La Révolution, tantôt ce sera une interview comme nous l'avons déjà fait pour l'épisode 1 avec Pierre Jovanovic, bientôt avec Jean Descartes et Papacito. Tantôt, ce sera un épisode dirigé par mon camarade Arnaud qui vous présentera ses critiques et coups de cœur. Bref, ça va être varié. Samedi prochain, justement, pour l'épisode 3 de Tueurs en série, vous retrouverez mon camarade Arnaud qui vous parlera de ses coups de cœur du moment. Et moi, je vous retrouve très bientôt, sûrement après les fêtes. Je vous l'annoncerai à l'avance de toute façon, pour un nouveau numéro de Tueurs en série. À bientôt.